super vite de la CEMAC, c'est d'aller vers une zone économique, vers un marché commun. Alors, les États de la CEMAC ont un point commun, c'est que ce sont tous des États qui vivent essentiellement de la rente pétrolière. Et donc, ils ont subi une crise financière depuis 2013-2014 consécutive, principalement à la baisse du prix de baril de pétrole sur les marchés internationaux. Dès lors, il s'est agi de voir dans quelle mesure la Constitution pouvait apporter des solutions pour lutter contre cette crise. Alors, pour vous donner quelques chiffres qui illustrent mes propos, les recettes des États avant la crise étaient d'environ 27%, les recettes essentiellement pétrolières. Après la crise, c'est 18,5%, c'est-à-dire en 2017. Donc, ça a été un gros sacrifice pour ces États-là, qui ont perdu un tiers environ des recettes de l'État. Pour ce qui est des dépenses publiques, les dépenses publiques sont passées de 27,7% entre 2012 et 2014 à 19,33% entre 2015 et 2017. Alors, traditionnellement, lorsqu'il y a des crises financières de ce genre, les États apportent des solutions qui sont souvent, outre les solutions techniques, qui sont souvent des solutions constitutionnelles. C'est ce qu'on a vu lorsqu'il y a eu la crise financière dans les années 2000 en Europe. On essaie, par exemple, d'adopter une règle budgétaire pour éventuellement limiter la dépense publique. Alors, les États de la CEMAC n'ont pas adopté de règles budgétaires. Il n'y a eu aucune réforme constitutionnelle tendant à inclure des dispositions budgétaires au sein des constitutions. Dès lors, la question qui se pose, on peut se poser deux questions. La première, c'est est-ce que les États de la CEMAC sont tellement attachés à la fonction traditionnelle de la Constitution, vous le savez, article 16 de la BDHC, limitation, garantie des droits et organisation des pouvoirs publics, est-ce qu'ils sont tellement attachés à la fonction traditionnelle de la Constitution qu'ils n'ont pas voulu modifier leur Constitution pour y inclure des dispositions budgétaires? Ou deuxième question, est-ce que c'est parce que ces États ne croient pas en la capacité de la Constitution à régler une crise financière? Alors, première chose, c'est que ces États disposent en réalité de ce qu'on peut appeler un bloc de dispositions constitutionnelles qu'ils ont hérité du modèle français, puisque c'est la plupart des États qui sont issus de la colonisation française. Ces États disposent d'un bloc de dispositions constitutionnelles qui, en réalité, répondent d'une certaine manière, au moins partiellement, à des crises. C'est-à-dire que ce sont des dispositions qui préexistent à la crise. Parmi ces dispositions, on pourrait citer, par exemple, le partage de l'initiative des lois entre le gouvernement et le Parlement. L'initiative des lois dans ces États est souvent détenue à la fois par le gouvernement et par le Parlement. Et d'ailleurs, en pleine période de crise, le Tchad, le président tchadien a fait adopter une loi au Parlement qui tendait à limiter l'exercice du droit de grève, puisqu'il y avait plusieurs grèves dans la fonction publique, notamment du fait de la rareté des finances publiques, du fait de la rareté de l'argent public. Et donc, le gouvernement a usé de l'initiative des lois pour limiter l'exercice du droit de grève. Outre cela, on a aussi la flexibilité sur les lois de finances, c'est-à-dire que les lois de finances sont certes encerclées dans des délais stricts d'adoption, mais ces États, comme la Constitution française, dans les constitutions de ces États, on permet, même en dépassant les délais d'adoption de lois de finances, d'avoir la possibilité de recourir soit à une procédure, soit à un délai extraordinaire, à une session parlementaire extraordinaire. C'est ce qu'on a fait au Congo, puisqu'au Congo, le délai, la procédure budgétaire avait dépassé le délai, et c'est grâce à une procédure extraordinaire que la loi de finances est adoptée. Il s'agissait en réalité d'attendre l'aboutissement des accords entre le pays et le Fonds monétaire international. Alors, autre disposition qui permet à ces États-là d'affronter la crise, ce sont les ordonnances qu'on connaît bien en France, et qui existent dans cette constitution, qui permettent au gouvernement en réalité de dessaisir le Parlement d'un certain nombre de dispositions qui normalement relèvent de la loi et qui, pour une période donnée, deviennent des dispositions réglementaires. À côté de cela, il y a aussi la restriction du droit d'amendement parlementaire sur le domaine financier. Les constitutions de ces États prévoient que les députés, les parlementaires ne peuvent pas créer ou proposer
a proposé des amendements qui auraient pour tendance d'aggraver les charges, sans parallèlement proposer des solutions de financement. Nous, on a restreint la capacité de proposition des parlementaires sur le plan financier, ce qui est une atteinte en réalité à la souveraineté parlementaire, mais c'est une arme en période de crise qui est fondamentale, puisque entre 2015 et 2017, ces États ont baissé pour plus de 4 000 milliards de dépenses publiques. Vous imaginez, lorsque ces États, qui sont encouragés par le FMI à baisser drastiquement leurs dépenses publiques, si en plus ils ont des parlementaires qui font des propositions dispendieuses, ça ne marcherait pas. Donc cette disposition devient une arme constitutionnelle que les gouvernements vont utiliser pendant cette période. Alors, donc ce bloc de dispositions permet au gouvernement de ces États d'affronter la crise sans pour autant avoir obligé de retoucher la Constitution. Mais il y a un deuxième point qui me paraît plus fondamental, c'est ce que moi j'appelle l'absence d'illusion vertueuse de la Constitution. C'est-à-dire que ces États, en réalité, les gouvernants de ces États ne croient pas au pouvoir économique de la Constitution. Ils ne croient pas que la Constitution puisse être capable, que par une révision constitutionnelle, on puisse être capable de résoudre une crise financière. Alors, deux points pour illustrer mon propos. Premier point, c'est que pendant cette période, c'est-à-dire en 2013 et 2017, en pleine crise financière, il y a eu plusieurs réformes constitutionnelles et même des changements de constitution dans cette zone économique. Toutes les réformes de la Constitution ont été orientées de deux façons. Première chose, le renforcement du pouvoir présidentiel. C'est-à-dire que toutes les dispositions, ça a été le cas récemment au Gabon, c'est le cas actuellement au Tchad, les réformes constitutionnelles tendaient à renforcer les pouvoirs du président, tout simplement. Non pas à y inclure des mesures ou des dispositions budgétaires tendant à répondre à la crise. Deuxième élément, c'est la tentation du pouvoir à vie. Et là encore, c'est le cas, c'est passé au Congo-Brazzaville récemment, la réforme de la Constitution, plutôt le changement de la Constitution a eu pour objectif de faire en sorte que le chef de l'État y demeure. Non pas éternellement, puisque même la nature réglera le problème, mais au moins aussi longtemps que possible. Aussi longtemps que possible. Donc, le réformisme constitutionnel a consisté non pas à répondre à la crise, mais soit à favoriser, à renforcer les pouvoirs du président, soit alors à conserver le pouvoir dans le gérant présidentiel. Le dernier élément, enfin, c'est la délocalisation de la production normative. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est les normes qui sont censées répondre à la crise ne sont pas des normes nationales, mais sont soit des normes communautaires, soit des normes internationales. Deux éléments. Premier élément, c'est le rôle central accordé à la Banque centrale de l'Afrique centrale dans le cas de la résolution de crise. C'est la Banque centrale qui a joué le principal rôle, notamment en baissant les taux d'intérêt. Et puis, deuxième élément, c'est l'intervention du FMI, acteur majeur dans cette crise, qui a été aux côtés des États en fixant des programmes d'ajustement structurel. Alors, la vraie question, est-ce que dès lors que ces États produisent des normes pour répondre à la crise, non pas sur le plan national, mais sur le plan communautaire et international, est-ce que l'atteinte à la souveraineté, à ce moment-là, la question de l'atteinte à la souveraineté se pose, première chose. Et deuxième élément, comment dès lors considérer la place, notamment des parlements dans le processus de négociation entre ces États et les institutions internationales. Donc ici, à la question de savoir est-ce que c'est la résilience constitutionnelle qui va expliquer l'absence de révision ou de réforme constitutionnelle tendant à y inclure des dispositions budgétaires, la réponse évidemment c'est non. Merci.